Salut à tous, bienvenue sur le podcast Break the Rules, le podcast qui dépoussière l'anglais. Break the Rules by Gaëlle. Je suis Gaëlle et je vais vous accompagner dans des podcasts pour vous parler un petit peu de l'anglais et de démystifier un petit peu comment il se parle et le fait que pour le moment il est un peu réservé à une forme d'élite en France, de gens qui parlent bien l'anglais et je sais que beaucoup d'entre vous galèrent avec ça. Et donc, dans ce podcast, je vais un petit peu vous aider, vous donner des pistes, vous aiguiller. Et pour commencer, je vais un petit peu vous parler de mon parcours pour vous montrer que c'est possible. Parce que je ne suis pas native et je parle couramment anglais. C'est vrai que j'ai fait un DUG d'anglais, un DUG, ce qui nous ramène quand même avant les années 2000, effectivement. Mais j'ai commencé comme ça avec un DUG d'anglais. Et puis par la suite, j'ai bifurqué sur sciences de l'éducation pour devenir instit. Donc j'ai fait deux ans d'université de fac d'anglais. Et ensuite, j'ai commencé mon parcours d'enseignante dans le premier degré. J'étais directrice d'école. Mais dans ma tête, j'avais toujours l'anglais puisque dans mon parcours, quand je suis devenue instit, l'année où j'étais stagiaire, j'ai rencontré Jonathan, qui est américain, originaire de l'Oregon, et qui m'a fait découvrir le vrai anglais, l'anglais qu'on parle. Et du coup, ça m'a mis un peu une claque parce que malgré mon DUG d'anglais, je me suis rendu compte que j'étais à des kilomètres de l'anglais qu'on parle vraiment avec les gens qui sont anglophones. Moi, j'étais avec mon petit anglais théorique, Shakespeare et compagnie. Shakespeare, en fait, c'est pas l'anglais ordinaire, c'est pas l'anglais du quotidien. Et donc moi, pendant un an, avec Jonathan, j'ai vraiment côtoyer l'anglais. Alors c'était en France, j'étais pas en immersion à l'étranger, j'étais en immersion en France, comme quoi c'est possible aussi, et c'est vraiment ça que vous allez découvrir dans ces podcasts. L'immersion, moi, elle s'est faite à Nancy, tout simplement, parce que Jonathan était assistant d'anglais dans les écoles primaires, il était à Malzéville et à Lanneville, devant Nancy, il y a 20 ans maintenant, ça fait 20 ans qu'on se connaît, et pendant cette année un peu folle où il était à Nancy, on a vraiment partagé des moments incroyables, et surtout j'ai découvert la culture américaine, loin des clichés. Alors parfois, quelques-uns, ou quand après j'ai fini par aller aux États-Unis, j'ai découvert des choses qui me rappelaient des séries ou des films que j'avais vus, mais en dehors de ça, j'ai découvert une vraie culture, des personnes vraiment incroyables, une autre façon de voir les choses, une valorisation des gens, des encouragements, une attitude positive qui était vraiment cool. Donc on peut toujours aussi questionner, bien évidemment, mais en tout cas, grâce à cette découverte-là, j'avais toujours l'anglais en tête, même quand j'étais instit. Ce qui fait qu'en 2010 et 2011, j'ai repris mes études à 30 ans. Je suis retournée sur les bancs de la fac et j'ai continué mon cursus d'anglais, puisque je m'étais arrêtée en DUG. Et dans l'intervalle, c'était devenu la licence L3, comme on la connaît aujourd'hui. Donc j'ai repris une 3e année de licence. Et puis ça s'est super bien passé. Les profs m'ont encouragée. Ils m'ont dit, oui, non, faudrait faire aussi un master. Donc j'ai fait le master 1 avec un congé formation. Et puis le master 2 en distanciel en retournant avec mes petits élèves en classe. Et cette année-là, j'ai fait des trucs incroyables en anglais avec mes élèves, en grande section. Donc des élèves de 5 ans. Et j'ai pas fait des séances d'anglais. J'ai vécu l'anglais avec mes élèves en classe. Donc je leur parlais anglais pour différentes raisons dans le quotidien de l'école, pour aller se ranger, pour s'habiller, pour passer aux toilettes, pour prendre un verre d'eau, pour faire des cours de motricité, pour faire de l'art visuel, lire des histoires, chanter. L'anglais, c'était pas une séance, c'était la vie. Et en fait, je me suis rendu compte qu'à la fin de l'année, mes élèves, du haut de leurs 5 ans, ils avaient un sacré niveau d'anglais, pour pas dire un putain de niveau, les gars. Donc, on a fait des trucs de fou. Et on a même fini par faire un livre numérique avec les enfants, dans lequel on a répertorié, on a catégorisé tout ce qu'on savait dire, les demandes du quotidien, parce qu'ils me posaient des questions, ensuite ils savaient parler anglais. Je vais vous raconter une petite anecdote à ce sujet. Donc moi, je me suis dit, allez, de but en blanc, je démarre l'année avec mes élèves et je leur parle anglais. Je me pose pas de questions, comme ça ils s'en poseront pas. Donc dès le début de l'année, je leur parle anglais. C'est le mois de septembre, c'est un peu compliqué parce que le mois de septembre, comme tous les enseignants, on met en place un peu les règles, on découvre les élèves. Donc il y a d'autres aspects de la classe qui sont importants, mais je me suis dit, tant pis, ça va se fondre, c'est transversal, et je me sers de l'anglais comme ça. Et donc le mois de septembre passe, les enfants se posent plus de questions, l'anglais c'est ok, la maîtresse elle parle anglais la moitié du temps dans la classe, c'est cool, et c'est intégré, pas de souci.
Octobre passe et je vois qu'ils comprennent tout ce que je leur demande en anglais très rapidement. En fait, très rapidement, je leur dis voilà, d'aller s'installer à une table, d'aller se ranger, de passer aux toilettes. Tout ça, ça s'intègre très vite. Et un jour, une élève, je me souviens très bien, c'était la petite Julie, assise sur son banc en regroupement. Elle avait le soleil dans les yeux et elle me dit Please teacher, can you close the curtain? Et là, je ne comprends pas ce qu'elle me dit. Je la regarde, je dis pardon. Elle me répète la même chose. Teacher, please, can you close the curtain? Et là, je me dis. Et c'est mon ATSEM, Blandine, qui est ma meilleure amie aujourd'hui, que j'adore, qui me dit mais Gaëlle, elle te parle anglais, elle te demande de fermer le rideau. Parce qu'en fait, je ne m'attendais pas à ce que elle me parle anglais, en fait, que cette élève-là se mette à parler anglais. C'est la première, sans les inciter, sans les solliciter. D'un coup, elle s'est mise à parler anglais. Et donc, j'étais tellement contente. En fait, j'ai réalisé, je me suis dit, mais oui, elle vient de me parler anglais. C'est pour ça que, du coup, j'étais un peu en décalage. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle parle anglais. Et là, je comprends. Je me dis, elle me demande de fermer le rideau en anglais parce qu'elle avait le soleil dans les yeux. Et les autres, voyant que j'étais tellement contente, et je me dis, ça y est, c'est le début d'un truc vraiment incroyable. Et ben, ils se sont tous mis après, voilà. Teacher, please, can I have a glass of water? Teacher, please, can I go to the toilets? Et puis, c'était parti pour une année comme ça, où en fait, je dirais que ça a mis 3 mois avant qu'ils me parlent anglais. Mais attention, du coup, le temps d'exposition était important. C'était 50% du temps, tous les jours, 50% du temps à parler anglais. Et donc, au bout de 3 mois, voilà, les premiers élèves se sont mis à parler anglais. Et ce qui était aussi super incroyable et qui va rassurer, je pense, pas mal de parents, c'est qu'il n'y avait pas du tout de différence de niveau entre les élèves qui sont parfois en difficulté dans d'autres disciplines. Par exemple, moi, je me souviens, j'avais le petit Mathéo qui était autiste et il adorait l'anglais. Il a adoré ça et il se prêtait au jeu, mais volontiers. Et c'était même plus un jeu, c'était intégré dans le quotidien et c'était une super aventure. Et cette année-là, ça m'a fait vraiment un déclic dans ma tête où je me suis dit, putain, il y a un truc à faire. On est tellement à la ramasse. Je crois que c'est la même année qu'à Nancy, à Jean Jaurès, ils ont mis en place les écoles pilotes pour les classes bilingues. Donc voilà, pareil, 50% du temps. Et je me suis dit, ouais, il y a une malheureuse école pilote à Nancy, quoi. Et puis moi qui fais mon truc dans mon coin, personne ne le sait. Donc cette année-là, je me suis fait inspecter. L'inspecteur a effectivement noté la démarche qui était intéressante pour eux. Mais bon, voilà, ça restait un peu dans l'ombre et ça me frustrait énormément. Donc chaque année, après, je reprenais la démarche, on faisait des trucs de fou, des petits déjeuners en anglais, des trucs culturels, on écoutait les Beatles, les enfants s'habillaient dans le vestiaire en chantant Yellow Submarine, c'était un truc trop sympa. Et donc voilà, j'ai fait ça, et puis en fait, je savais que je voulais pas rester dans ma classe, que dans l'éducation nationale, j'aurais une grande frustration parce qu'il y a tellement mieux à faire. Et donc voilà, j'avais ce truc dans la tête et puis en même temps j'ai des enfants aussi à la maison, je leur parle anglais et notamment le petit dernier où voilà, dès qu'il naît, je me dis je lui parle anglais. J'ai un plus grand, je lui ai parlé anglais plus tard, plutôt vers ses 5-6 ans, ça a été un petit peu plus compliqué parce qu'il avait cette conscience que tiens, il y avait un truc nouveau et je lui ai pas posé la question et je l'ai introduit un peu comme ça, comme un cheveu sur la soupe. Et avec Jasmin, je me suis dit non, dès le départ, ça sera en anglais. Je suis pas native, je m'en fous. Je lui parle anglais dès qu'il arrive à la maison. Donc quand il est né, paf, je lui ai parlé anglais. Tout le temps, plus ou moins, vraiment, on va dire les 3/4 du temps. Mon mari parlait français. Moi, de temps en temps, forcément, je parlais français à mon mari ou à mon grand, qui lui, dans l'intervalle, avait intégré la section, vous savez, américaine internationale à Saint-Cygis. Et donc, voilà, tout le monde baigne un peu dans l'anglais d'une manière ou d'une autre à la maison. Et voilà, je me dis, c'est un truc, c'est pas possible que ça reste comme ça, en fait. Il faut que les parents sachent que les enfants peuvent apprendre l'anglais autrement que ce qui est proposé classiquement à l'école. Moi, je l'ai fait différemment parce que j'avais forcément une appétence pour l'anglais. Je sais qu'il y a d'autres enseignants aussi qui ont cette même appétence et qui font des trucs de fou. Voilà, j'ai plein de collègues instit et puis voilà, j'ai un peu des échos de ce qui se fait. Et je sais qu'il y a des petites pépites comme ça qui traînent dans les classes et qui font quand même de l'anglais assez incroyable. Et les autres, ce sont des pépites aussi, mais en devenir, ils savent pas encore. Mais voilà, on va donner les clés aussi aux enseignants, aux parents qui veulent parler anglais parce que c'est possible, c'est accessible en fait. Il n'y a pas besoin d'être natif, voilà, c'est sûr, c'est un atout, c'est indéniable. Être natif, c'est vraiment super cool. Mais voilà, il y a moyen de rendre plus fun l'anglais, que ce soit moins théorique, que ce soit moins
en dehors d'un contexte. Et il faut que l'anglais, ça se vive. Et ça, voilà, c'est ce que je dis tout le temps. L'anglais, ça ne s'apprend pas dans un livre de grammaire, ça se vit. Donc j'ai quitté l'éducation nationale en 2017 pour mettre mon projet à exécution de l'anglais qui se vit. Et j'ai créé Speak Kids et Speak Dating pour les adultes parce qu'il n'y a pas de raison. Les enfants sont capables d'apprendre l'anglais dans des contextes ludiques qui leur font sens parce que ça va s'intégrer dans leur quotidien. Les adultes, ils ont besoin de la même chose en fait. Les adultes, en plus, ils ont ce traumatisme de l'anglais qu'ils ont eu à l'école, hyper théorique. Et ça, c'est compliqué. Moi, quand j'ai des adultes en formation, souvent c'est drôle parce que ils ont tous le même discours, donc ils me disent tous que c'est la galère. Ils ont ce niveau de sortie de terminale vraiment basique où ils savent se débrouiller, mais voilà, ils aimeraient être plus à l'aise, plus confortables. Et donc c'est vraiment le discours que j'ai à 90% et celui aussi que j'ai vraiment, on va dire, à 80%, c'est beaucoup de personnes qui ont peur de parler anglais, qui ont peur de se tromper. Donc c'est aussi des choses qu'on va aborder dans ce podcast pour un peu casser le mythe de l'anglais, ça fait peur. Bah oui, ça fait peur à cause de l'école, quoi. Donc voilà, moi, Speak Kids et Speak Dating, c'est vraiment dans le but de m'éloigner au plus de ce qui se fait à l'école, avec derrière toujours une évaluation, un prof qui attend la bonne réponse, une espèce d'épée de Damoclès si on sort pas les phrases, non c'est pas les phrasal verbs, mais les verbes irréguliers, voilà, avec les 3 colonnes. C'est insupportable. En plus, personne sait s'en servir. Moi, à chaque fois que j'ai des clients, ils savent jamais où faut les mettre. Donc ça, c'est pas possible. Moi, Speak It, Speak Dating, on fait pas comme ça. Et on essaye justement de trouver des contextes qui font sens pour que ça s'intègre et qu'on voit bien à quel moment ça s'utilise et pourquoi, et qu'après on se pose plus la question et c'est intégré, quoi. Donc ça, c'est super important. Et en fait, les adultes, c'est possible de remédier à ce qui a été fait. Souvent, je déconstruis des trucs, mais c'est vrai que plus tôt on le fait avec les enfants, mieux c'est. Voilà, parce que pour eux, ils se posent pas de questions. Moi, je l'ai vu avec mes deux, je l'ai pas fait au même âge. Jasmin, ça a été fait dès sa naissance et il s'est pas posé de questions. Pour lui, c'est super rigolo, il adore parler anglais de temps en temps. C'est lui qui décide quand il va parler anglais, mais c'est pas grave. Et puis mon grand, lui, tout l'inverse, il a tout intériorisé, donc il s'est imprégné de l'anglais un peu plus tard. Il a bénéficié de l'anglais en section américaine, il parle couramment l'anglais maintenant, il a quasiment un niveau équivalent au mien. Il peut partir voyager à l'étranger, c'est son rêve de partir à l'étranger travailler. Il n'y a pas de souci, il a un niveau C1 et ça c'est cool. Mais il a toujours tout intériorisé et je ne peux constater son niveau d'anglais que quand on parle avec mes amis américains ou quand on parle avec Jeff chez Speak Kids qui est américain et qui parle moins le français, on va dire. Donc Noam lui parle en anglais. Et voilà, moi je constate qu'il parle anglais quand on est dans un vrai contexte parce que lui, en dehors de ça, voilà, il y a pas de raison de parler anglais à la maison puisque je parle français aussi. Donc il va pas me le montrer, mais la compétence est là dès qu'il faut, dès qu'on voyage ou dès que la situation se présente avec des anglophones. Donc ça c'est cool. Et c'est des façons différentes d'intégrer l'anglais. Et il faut bien se dire que chaque enfant va intégrer l'anglais différemment parce qu'on a tous des profils différents et les enfants aussi ont des profils différents, mais c'est accessible à tous. Voilà, moi mon fils le plus jeune est autiste, je suis autiste aussi, et voilà, on a des troubles différents. Parfois on va apprendre d'une façon un peu différente, mais finalement un peu comme tout le monde. Donc trouble ou pas trouble, voilà, on perçoit tous la langue d'une façon un peu personnelle, en fonction de ce avec quoi on va l'associer. On a un peu un affect qu'on va mettre avec la langue. Il y en a qui me disent « Ouais, moi j'aime pas l'anglais américain, on dirait l'accent du Texas. » Et puis il y en a qui vont dire « Moi j'aime pas l'accent britannique, on dirait qu'il se la pète. » Enfin, chacun son ressenti, même si parfois c'est un peu cliché ou préjugé. Moi ça me dérange pas. Après, l'important c'est de s'approprier la langue, de comprendre pourquoi elle fonctionne comme ça et de toujours se dire qu'une langue, c'est toujours une culture. Et que parfois aussi, pareil, il va falloir qu'on voit ça, mais on ne peut pas non plus avoir un équivalent mot pour mot puisqu'une langue, c'est une vision du monde et que chaque culture a sa vision du monde. Il y a des termes qui n'existent pas, des concepts qui n'existent pas d'une langue à l'autre. Et souvent aussi, l'avantage, et on le verra aussi, c'est dans le plurilinguisme, donc des enfants qui parlent plusieurs langues ou des personnes qui parlent plusieurs langues. Et ça, c'est cool parce qu'à chaque fois, ils me disent mais oui, enfin voilà, j'ai des voisins qui parlent arabe et qui vont me dire bah non, ça existe pas ce concept en arabe, ou en arabe on a ce concept puis on l'a pas en français. Et c'est pareil en anglais et puis c'est pareil en portugais ou en roumain. Il y a des choses
voilà, c'est une vision des choses et on va l'avoir ou pas l'avoir, ce concept-là, et parfois il va pas se transférer dans une autre culture ou dans une autre langue. Et nous, on nous a beaucoup appris l'anglais, comme quoi ça se calque. Et après, on se retrouve avec un boulet au pied parce qu'on sait pas se détacher de notre langue et on stresse à l'idée de parler anglais. Donc on va aborder dans ce podcast à chaque fois vraiment différents aspects de l'anglais, de l'apprentissage de l'anglais. Et j'aime bien parler plutôt du vécu de l'anglais parce que vraiment, comme je dis, l'anglais, ça se vit. Je vais le redire plein de fois, je pense. Et donc, on va aborder le côté psycho. Donc, vous avez compris, il y a vraiment un côté psycho, surtout pour les adultes. Le côté frein, le côté flippé. Voilà. Et donc, maintenant, je l'ai dit, spoiler, mais c'est vraiment le vécu qu'on a, nous, en France, avec l'anglais en classe, qui fait que on est des quiches, quoi. Enfin, faut le dire, c'est ce que me disaient les gens. Et voilà, c'est pas possible. Ça n'avance pas, quoi. Je veux dire, l'éducation nationale ne fait rien de vraiment trancher pour avancer. Il y a des écoles pilotes, ok, bilingues, il y en a 10 en France, super, et les autres, ils font quoi? Ils apprennent encore avec des flashcards, ou des vieilles cassettes, ou des magnétos, enfin, c'est pas possible. On doit interagir pour apprendre une langue, il faut communiquer. Donc c'est plus possible qu'en classe, les petits gamins qui sont en primaire, ils apprennent encore des listes de mots comme ça, ça fait pas sens. Donc évidemment, le côté psycho aujourd'hui, les adultes qu'on a qui ont du mal à apprendre l'anglais et qui ont même peur, c'est ça, quoi, en fait. Ça avait pas de sens, c'était ennuyeux, et en plus, on nous collait une note derrière, quoi. Alors qu'en fait, l'anglais, c'est un truc pratique, c'est pas un truc théorique. Donc déjà, voilà, si on veut pas changer cette vision-là des choses, on n'ira pas loin. Donc ça, on fera un truc spécifique là-dessus. Le côté psycho, et puis évidemment le côté linguistique. L'anglais en soi, la langue anglaise, de quoi est-ce qu'elle est constituée, pourquoi on a tant de mal parfois à accepter qu'il y ait des tournures qui sont complètement pas équivalentes au français. Qu'est-ce que c'est dur pour nous de se dire « Attends, ça n'a rien à voir, au secours, il n'y a pas le même nombre de mots, il n'y a pas le même ordre des mots, c'est la panique ». Donc on va essayer de voir ça aussi. Le côté linguistique, c'est un peu lié au côté psycho, quoi. Si on arrive à se projeter, et comment se projeter aussi, on va donner des clés. Comment se projeter dans une langue qui fonctionne différemment, voilà, en termes d'ordre des mots, de logique, c'est beaucoup plus structuré, c'est beaucoup plus simple aussi. Voilà, moi, mes clients, à la fin, ils disent « Ah, mais oui, finalement, l'anglais, c'est beaucoup plus simple ». Quand ils disent ça, je me dis « Ouais, j'ai gagné, ça y est ». Ils ont vu que finalement, c'est simple, et quand ils me disent ça, je me dis « C'est bon, ça y est, ils se détachent du français ». Ils vont utiliser un vrai anglais idiomatique, sans calquer le nombre de mots, sans calquer l'ordre des mots, sans calquer le sens des mots. Et là, quand c'est ça, je me dis cool. Donc le côté linguistique, il est hyper important. On fera des focus sur des aspects de la langue, sur voilà, des mots, des tournures. Voilà, ça sera parfois un petit peu focus comme ça, mais ce sera pas vraiment de la théorie. Ce sera pour expliquer pourquoi c'est comme ça et comment nous, on peut faire francophone pour intégrer un truc qui ne ressemble pas au français. Mais on va y arriver. Voilà. Donc le côté linguistique, le côté évidemment pédagogique. Donc comment on enseigne l'anglais. Donc pas à l'école. Nous, on va pas parler de ce qui se fait à l'école parce qu'on est d'accord qu'il n'y a pas beaucoup d'endroits où ça se fait bien. Il y a des profs qui se démènent quand même en primaire et au collège pour un peu faire bouger les lignes. Et donc, ceux-là, on s'en souvient, quoi. Quand t'es tombé sur le prof qui te fait kiffer sa matière et quand c'est l'anglais, waouh! Alors là, c'est tout bénef. Et généralement, voilà, c'est ceux-là qui arrivent à nous faire voir l'anglais autrement et qui nous font avoir envie de faire de l'anglais à la maison sous différentes formes. Regarder des vidéos, écouter des chansons, comprendre les paroles des chansons, écouter les séries, des trucs YouTube ou quoi. Et on se dit, ouais, le prof là, on l'aime tellement qu'on a trop envie après d'investir sa matière et de lui montrer que nous aussi, on aime sa matière et on crée un lien. Et on va voir que l'affect aussi dans la pédagogie, ça compte, quoi. Et c'est vrai que des fois, on dit, ah non, en tant que prof, non, c'est la théorie, chacun de son côté du banc. Et en fait, voilà, dans la culture anglophone, anglo-saxonne, c'est pareil, il n'y a pas ce lien hiérarchique aux États-Unis notamment. Souvent, voilà, les enfants ils peuvent appeler ou les étudiants peuvent appeler leur prof par leur prénom. Il n'y a pas ce truc de supériorité. Il y a plutôt un truc dont on collabore et on coopère. Et voilà, l'enseignant est là pour aider tout le monde. Il est accessible. Et ça fait toute la différence parce que c'est ça qui fait qu'on va aussi aimer la matière. Donc voilà, parfois. En France, on n'aime pas trop ce truc parce qu'on y voit un lien un peu de séduction, mais c'est pas ça. C'est vraiment, on crée une ambiance, on crée un lien, on fédère le groupe. C'est ça qu'il faut voir.
Nous, on voit un truc un peu tordu, mais il n'y a rien de tordu en fait, c'est juste, voilà, les enseignants, ils créent du lien avec leurs élèves, et voilà, ça fait qu'après, ça crée du lien avec la discipline qu'ils enseignent, et une appétence qui fait que ils vont s'améliorer. Donc c'est toute une logique pédagogique qu'on va aussi aborder. L'aspect scientifique, donc là, plutôt côté cerveau. On va casser des mythes aussi avec l'âge. Donc il n'y a pas d'excuse pour pas se remettre à l'anglais quand on a 40 ans, 50 ans, 60 ans. On peut s'y remettre, tout est une question de régularité, de répétition, d'étapes, de progression. On n'apprend pas une langue en claquant des doigts, donc c'est vrai que les enfants, s'ils s'imprègnent, ça va assez rapidement se mettre en place. Mais chez les adultes, c'est la même chose en fait, hein. C'est comme le sport, hein. Si vous faites du sport 3 fois par an, bon, le résultat il va pas trop se voir. Si vous faites du sport tous les jours, au bout de 6 mois, c'est plutôt pas mal. Mais il faut pas s'arrêter. Si on s'arrête au bout de 6 mois, on perd tout. Bah, l'anglais, c'est pareil. Donc le cerveau, on va voir comment il fonctionne avec ça, mais il n'y a pas d'âge. Voilà, comme il n'y a pas d'âge pour faire du sport. Ça serait de dire, attends, passer 60 ans, je peux plus faire de sport, passer 70 ans, flûte quoi. Mais là, il n'y a pas de raison. Et moi, j'ai une cliente comme ça, enfin, j'ai pas mal de clients qui sont en début de retraite, qui reprennent une formation, justement parce qu'après, ils veulent voyager. Et l'année dernière, j'avais cette cliente juste géniale qui n'avait jamais fait d'anglais, même à l'école, en fait, très très peu, mais quasiment rien. Elle avait surtout fait de l'allemand. Et donc, elle se mettait à l'anglais en vraiment quasi débutante. Parce que des fois, les gens me disent « je suis débutant », mais en fait, voilà, ils ont quand même le vécu scolaire jusqu'en terminale, et voilà, il leur reste les bases. Là, elle avait vraiment beaucoup moins que ça. Donc, elle partait quasiment de zéro, mais une envie de comprendre et d'avancer qui faisait qu'en fait, elle allait super vite, mais plus vite que des clients qui partaient avec plus au départ. Et en fait, elle lisait en anglais à la maison, elle lisait des magazines, voilà, je lui donnais des conseils pour faire de l'anglais, pour pratiquer l'anglais, hein. C'est pas faire recopier des nouveaux mots, je sais pas quoi, non, c'est vraiment lire un magazine en anglais, écouter une vidéo YouTube, regarder des paroles de chansons qu'on aime bien en anglais, essayer de comprendre ce que ça veut dire. Et elle venait chaque semaine avec sa petite feuille où elle avait imprimé des paroles de chansons, où elle me dit « oh là là, cette chanson, je l'adore, maintenant je sais ce que ça veut dire, je comprends ». Et après, quand elle parlait, c'était beaucoup plus fluide. Enfin, elle s'était vraiment imprégnée de la langue parce qu'elle avait créé cette affinité en utilisant ses centres d'intérêt. Donc voilà, l'aspect scientifique, on va aussi l'aborder. Comment le cerveau intègre une langue? Est-ce qu'il y a des limites? On va un peu casser des mythes comme ça. Et puis on verra aussi, est-ce qu'on peut vraiment devenir bilingue? Bon, je pense que je peux vous le dire tout de suite, mais non, on va pas devenir bilingue. C'est vraiment le bilinguisme, on fera aussi un point là-dessus, et on fera venir des gens spécialisés sur ces questions-là d'enseignement, de pédagogie, de sciences, de neurosciences, la neurolinguistique, pour vraiment expliquer précisément c'est quoi le bilinguisme. Il y a très peu de gens qui sont bilingues. En vrai, pour être bilingue, voilà, il y a vraiment des critères particuliers. Et moi, par exemple, je parle couramment l'anglais, je peux tenir des conversations, comprendre tout. Je ne pourrais pas être bilingue puisque je ne suis pas née avec un parent culturellement anglophone. Donc on le verra plus précisément. Donc cette question du bilinguisme est un peu du mythe que parfois peuvent vendre d'autres organismes de formation en mode vous allez parler anglais comme un bilingue. Si on vous dit ça un jour, fuyez, vous allez perdre votre argent et votre temps. On verra aussi du coup le versant professionnel quand on a besoin de l'anglais dans son travail. De plus en plus, moi j'ai beaucoup de clients qui veulent être en reconversion et en fait ils se voient fermer des portes parce que dans leur CV il n'y a pas l'anglais. Voilà, donc on parlera à des professionnels de différents secteurs où l'anglais c'est hyper important, et en fait de voir comment ça a pu être une problématique ou pas, et qu'est-ce qu'il faut faire, et on écoutera un peu voilà des personnes qui travaillent dans différents secteurs où l'anglais est un prérequis important. Et puis évidemment le versant culturel, j'en ai un peu parlé tout à l'heure. Le versant culturel, de vraiment se dire l'anglais en plus c'est plein de pays différents, c'est pas que le Royaume-Uni, c'est pas que l'Amérique, c'est aussi l'Australie, l'Afrique du Sud, l'Inde. Voilà, il y a énormément de pays où on parle anglais, le Canada. Et moi, c'est vrai que par exemple, avec mes élèves à l'époque, quand j'étais instite, j'avais fait chaque période, on étudiait un continent, et dans ce continent, on ciblait un pays anglophone. Donc, on avait fait le tour de plein de cultures différentes. C'était vraiment super. On avait vraiment voyagé dans notre classe, et c'était trop bien. Donc, on va voir aussi que l'anglais, c'est une culture,
et qu'en fonction des pays, eh bien, on va l'associer à différents événements, différentes visions du monde, encore une fois. Et ça, c'est chouette. Et donc, on va pouvoir aussi un peu édulcorer ces podcasts avec cet aspect culturel qui est vraiment trop sympa. Donc voilà, dans les prochains podcasts, l'idée c'est de partager le micro. Aujourd'hui, c'était vraiment pour présenter à tous l'anglais, comment on peut le voir autrement et comment je vais essayer de vous montrer que c'est possible, c'est accessible. L'anglais, c'est accessible. Et vraiment, j'y crois à fond, je crois en vous et je me dis qu'avec une autre pédagogie, il n'y a pas de raison que des personnes soient exclues de cette capacité de parler anglais. Donc en partageant le micro avec plein de monde, pour avoir plein de retours d'expérience différents, plein de points de vue différents, on va vraiment faire le tour de l'anglais autrement et de manière très positive et j'ai super hâte. Je vous dis à très bientôt. Ciao, talk soon. Break the Rules by Gail.